Why do you keep calling this the Chinese virus? It comes from China. That's why. It comes from China. We have been ripped off by China. How many wars has China been involved in? 0. That is the track record of the United States being involved in war after war after war. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nomade Chine. Nous allons voir un sujet qui me semble assez tendu, qui est celui des relations entre la Chine et des États-Unis. C'est un sujet aussi d'actualité, puisqu'on est actuellement dans un contexte international brûlant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un Français bilingue chinois qui a des années d'expérience en Chine. Je parle couramment le mandarin. Je vous laisse avec ce titre, qui est Pourquoi la Chine déteste-t-elle les États-Unis. On y va. Alors revenons à notre thématique, pourquoi la Chine déteste-t-elle les États-Unis ? We will make America powerful again. En 1950, la Chine envoie ses troupes pour soutenir la Corée du Nord contre les forces américaines. C'est le premier affrontement militaire direct, des centaines de milliers de soldats chinois meurent et cet épisode devient un symbole de la résistance chinoise face à l'impérialisme occidental. Mais ce n'est pas le seul terrain de confrontation. Dans les années 60 et 70, la guerre du Vietnam oppose les États-Unis aux communistes vietnamiens, soutenus par la Chine. Pékin fournit armes, logistique et appui politique. Cette guerre, très populaire dans la Chine de Mao, est perçue comme une deuxième victoire contre les Américains. Idem au Cambodge et au Laos, où les Américains s'impliquent directement ou indirectement. Pour Pékin, l'Amérique se comporte comme une puissance coloniale qui tente de freiner l'émergence des peuples asiatiques. Ensuite, l'ouverture économique de la Chine, puis les espoirs déçus. En effet, dans les années 1980, Deng Xiaoping, successeur de Mao Zedong, décide d'ouvrir la Chine au monde. Il mise sur l'économie de marché, attire les entreprises occidentales et transforme le pays en usine du monde. Des millions de Chinois sortent alors de la pauvreté. Les États-Unis y trouvent eux aussi un intérêt majeur. Faire produire à bas coût, en Chine, permet aux multinationales américaines de maximiser leurs marges et de maintenir leur compétitivité. La Chine devient le maillon central des chaînes de production mondiales. Mais ce partenariat est profondément contradictoire. D'un côté, Washington prône la démocratie, les droits de l'homme, la transparence. De l'autre, elle s'appuie sur un régime qu'elle considère comme autoritaire pour fabriquer ses téléphones, ses vêtements, ses voitures électriques. Pour les Chinois, c'est une hypocrisie manifeste. L'Occident défend des valeurs qu'il oublie dès qu'il s'agit de rentabilité. Les Américains espéraient qu'en s'enrichissant, la Chine adopterait le modèle démocratique occidental. Or, la Chine a capitalisé sans jamais suivre cette voie. Pire, pour l'Occident, elle a utilisé la technologie pour renforcer son contrôle interne. Beaucoup en Chine voient dans les entreprises américaines une forme de domination. Elles profitent des salaires bas, tout en prétendant incarner la liberté et la morale. Pour les Chinois, c'est le double discours typique de l'Occident. Firmly opposed to US interference in China's internal affairs. On human rights, we hope that the United States will do better on human rights. China has made steady progress in human rights, and the fact is that there are many problems within the United States regarding human rights, which is admitted by the US itself as well. The United States has also said that countries can't rely on force in today's world to resolve the challenges we face. And it is a failure to use various means to topple the so-called authoritarian states. It's never a good bet to bet against America, and that remains true today. Ensuite viennent la guerre commerciale et les ressources stratégiques. Tout s'accélère en 2018 avec Donald Trump. China, 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 China. Il impose une première vague de droits de douane sur l'acier et l'aluminium chinois, amorçant une guerre commerciale de grande ampleur. S'ensuit la présidence Biden, qui n'a rien changé
à ce qu'avait construit Trump à l'égard de la Chine, puis progressivement ces taxes s'élargissent à l'électronique, les panneaux solaires, les batteries et bien d'autres, jusqu'à atteindre en 2025 les droits cumulés de 54% avec une menace de hausse de 125% qui finalement finira par aboutir. Not at all. China is fully prepared to fight to the very end because the world is big enough that the United States is not the totality of the market in the world. So, if the United States wants to go in that direction of completely shutting itself out of the China market, be my guest. La Chine, elle, riposte avec des droits allant jusqu'à 84% sur les produits américains, notamment agricoles, automobiles et technologiques. Mais au-delà des chiffres, ce conflit révèle une bataille pour le contrôle des ressources stratégiques. Terres rares, germanium, gallium, des matériaux indispensables à la fabrication des semi-conducteurs, des batteries et des technologies vertes. Les États-Unis, longtemps dépendants de la Chine pour ses ressources, tentent désormais de relocaliser la production, sécuriser leur chaîne d'approvisionnement et investir massivement dans les puces électroniques. La Chine, de son côté, a renforcé son contrôle sur l'extraction et l'exportation de ces matières critiques. Elle s'impose désormais comme un acteur incontournable de l'économie mondiale à haute valeur technologique. Ce bras de fer n'est donc pas qu'économique, il est aussi stratégique, industriel et géopolitique. Parlons maintenant de Taïwan, puisqu'en effet, Donald Trump parle aujourd'hui de relocaliser la production de puces directement sur le sol américain, parallèlement à la menace de plus en plus présente de la Chine d'attaquer Taïwan. Donc Taïwan, on pourrait le considérer comme la ligne rouge. Depuis plusieurs années, les visites officielles américaines à Taïwan se multiplient et les ventes d'armes atteignent des sommets. Pékin voit cela comme une atteinte directe à sa souveraineté. Taïwan représente le dernier territoire perdu de la Chine pour Xi Jinping. On ne reviendra pas sur l'histoire de Taïwan dans cette vidéo, mais je vous invite à les regarder par vous-même, ou on en parlera peut-être dans une vidéo plus tard. L'annonce par Trump de relocaliser la production de semi-conducteurs taïwanais sur le sol américain est perçue comme un affront majeur. Today, Taiwan Semiconductor is announcing that they will be investing at least $100 billion in new capital in the United States over the next short period of time to build state-of-the-art semiconductor manufacturing facilities. Taïwan n'est pas qu'un enjeu territorial, c'est le symbole d'une guerre froide, technologique et idéologique. Un autre point intéressant et qui montre à quel point ces deux modèles aux USA et en Chine et ces deux pays ne s'entendent pas, le numérique chinois, qui est une fierté nationale en Chine. Depuis les années 2000, la Chine protège farouchement son marché intérieur, en bloquant l'accès aux géants du numérique américain, Google, Facebook, X, Instagram, tous ont été interdits. En leur absence, la Chine a développé son propre écosystème, WeChat, Baidu, Alibaba, Douyin qui est la version chinoise de TikTok, bien d'autres comme Redbook, etc., etc. Cette stratégie de protectionnisme numérique a permis à la Chine de faire émerger ses propres géants technologiques. Quand on regarde l'Europe, par exemple, nous n'utilisons que des réseaux sociaux américains. Le fait que la Chine fasse cela irrite profondément les États-Unis. Eux y voient une barrière injuste à leurs intérêts économiques et à leur influence culturelle. En 2015, par exemple, Mark Zuckerberg lui-même apprend le chinois et donne une conférence en mandarin à l'université de Pékin, espérant ouvrir les portes de Facebook en Chine. Mais c'est en vain. Ce geste très médiatisé illustre bien à quel point les États-Unis veulent absolument pénétrer ce marché et à quel point la Chine résiste et résistera probablement toujours. Pour les Américains, ce mur numérique est une atteinte à la liberté. Pour les Chinois, c'est une protection légitime à leur souveraineté digitale. Sur les réseaux sociaux chinois, un mot revient souvent, Shuangbiao, double standard. Liberté d'expression, mais censure des voix dissidentes. C'est de la résistance, c'est tout.
Défense de la paix, mais guerre répétée en Irak, en Afghanistan, etc., etc. Dénonciation de la surveillance en Chine, mais Patriot Act aux USA. Pour beaucoup de jeunes Chinois, les États-Unis sont devenus un pays en déclin, violent, hypocrite, qui empêche les autres de grandir. La Chine, elle, se présente comme une puissance stable, souveraine, capable de nourrir 1,4 milliard d'habitants, tout en construisant des infrastructures en un temps record.